Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous sans donc juger les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez également, c'est toujours un plaisir pour cette équipe de vous retrouver pour partager son regard critique et pluriel sur l'actualité. Nous commençons cette émission par cette pensée de l'écrivain Patrick Lurichard qui dit ceci: quand l'argent donne le pouvoir est inévitablement corrompu car il y a toujours une relation de redevabilité. Bonne méditation en cette journée du 28 octobre 2020. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Je suis Loukman Sanfo, président de ce tribunal de l'actualité. Ce matin, au siège, nous avons seulement Geoffroy Var. Bonjour. Bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous, juge au siège du tribunal de l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation qui nous permet donc de nous porter chez vous, mesdames, messieurs, à travers Watt FM, également à travers True TV. Alors ce matin, encore une fois, on portera un jugement sur l'actualité. 3 sujets retiennent donc notre attention ce matin. D'abord, vous le savez certainement à travers la une des journaux que vous avez pu consulter cette semaine, le journal Courrier Confidentiel qui est revenu dans sa parution du 25 octobre 2020 sur le rapport 2019 de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption AFCLC et effectué donc au niveau du ministère des Mines et des Carrières du Burkina Faso. Le journal soulève à nouveau le cas des irrégularités dans la gestion des finances publiques de 2008 du ministère. Ces irrégularités donc concernent des entreprises, dit-on, payées sans contrat et des marchés exécutés avant même d'être lancés, et sur l'ensemble de ces marchés réalisés sur cette année-là, aucun n'a été exécuté à travers un appel d'offres ouvert. En gros, c'est que dit le rapport de la SLC sur la question. Et en tout cas, il montre que la passation et l'exécution des marchés au sein des ministères des Mines et des Carrières est en tout cas entachée de corruption, de favoritisme et une mauvaise exécution des prestations. Quel regard peut-on porter donc à cette actualité? Et puis, on parla aussi de la situation de la Côte d'Ivoire avec cette sortie médiatique du président sortant Alassane Ouattara à 4 jours donc de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien était l'invité de nos confrères de RFI et de France 24. Il estime qu'il est temps que Laurent Gbagbo rentre chez lui. Il dit aussi que la Constitution lui interdit de changer la date du scrutin et il propose également de rétablir la limite d'âge pour en tout cas les candidats à la présidentielle les années à venir. Quel regard peut-on y porter? Dans la troisième partie de l'émission, on va s'intéresser à la santé économique des États du continent, notamment leur niveau d'endettement, la question donc de l'endettement, parce que la semaine dernière, après que le gouvernement zambien ait manqué un remboursement, l'agence de notation Standard & Poor's a déclaré la Zambie en défaut de paiement. Et il faut noter que les dettes abyssales de ce pays, pourtant riches en cuivre, ne font qu'empirer. Cette année-là, sa dette externe a augmenté de 12 milliards de dollars, environ 80% de son PIB. Et cette dette inquiète les citoyens. On va y porter un jugement dans la troisième partie de cette émission, le tribunal de l'actualité. Voici les sujets qui retiennent notre attention. Juste après la virgule, il y a encore des avant-propos à tenir. Merci encore une fois de votre fidélité au programme Le Tribunal de l'actualité. Monsieur Geoffroy Var, vous aurez donc la charge tout seul ce matin de porter un jugement sur ces 3 sujets, mais déjà vous avez également des avant-propos. Oui, j'aurai 2 avant-propos. Je vais commencer avec le Burkina Faso. Et on a vu ce forum qui s'est tenu hier, forum des personnes vivant avec un handicap, qui devait avoir un échange direct avec le président du Faso. C'est vrai qu'il y a eu que le Premier ministre a eu à représenter le président du Faso, mais il y a eu cet échange direct là, c'est le plus important. Mais avant, nous avons pu suivre la tournée de la ministre en charge de la femme et de l'action humanitaire qui avait on va dire comme ça, organiser plusieurs missions dans différentes régions du Burkina Faso pour échanger notamment avec ces personnes-là sur leur réalité et puis voir comment est-ce que on pourrait apporter une réponse
à leurs problèmes. Et puis hier, il y a eu le point d'orgue de tout cela, qui était l'échange final direct. Et je pense que la thématique a été plus que d'actualité, parce qu'on sait la réalité du Burkina aujourd'hui, c'est celle de la crise sécuritaire, et ces personnes-là, déjà en situation difficile, se trouvent encore plus fragilisées avec ce dans quoi nous sommes. Et il y a des chiffres qui ont été partagés sur le nombre de handicapés que l'on a parmi les déplacés internes. C'est une situation qui est difficile. Il faudrait leur donner les moyens d'avoir une résilience tout comme les autres, et je crois que c'est ce qui a été posé sur la table. Il y a des engagements qui ont été annoncés, qui ont été pris par le Premier ministre, donc forcément par le président du Faso, et nous espérons que pour cette frange de la population-là, il y aura beaucoup de choses qui pourront être faites. Et puis j'imagine aussi, et je rappelle que lors de ces échanges-là, quand on a vu dans toute lors de la tournée, il y a la ministre Marshall, qui, il faut le reconnaître, a eu un discours de vérité sur un certain nombre de points qui avaient été demandés. Certains demandaient la gratuité, par exemple, des soins pour celui qui est handicapé et tout comme les personnes, tout comme les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Elle a expliqué que ce n'était pas possible, et elle a donné les raisons. Je dis, il y a eu beaucoup de discours de vérité sur un certain nombre d'éléments. Maintenant, pour ce qui était de l'ordre du possible, je pense que ça a été reversé, et donc les choses ont été discutées hier. Je pense que c'est un bon point, c'est un grand rendez-vous qui était attendu, et n'oublions pas, c'est des Burkinabés comme nous, c'est des gens qui n'ont pas choisi d'être ainsi, mais pour lesquels il faut un certain accompagnement. Et je pense que faire le débat avec eux, c'est très important. Donc c'était le premier avant-propos que je voulais partager avec vous. Et puis le deuxième avant-propos, parce que j'en aurais 2,5 comme ça, je dirais, le deuxième avant-propos, c'est les RIMA. C'est vrai qu'à la faveur de ce que nous avions comme actualité politique très fournie, nous n'avons pas, au-delà des sessions d'information que nous avons donc sur True TV et Watt FM, nous ne sommes pas revenus forcément sur cette actualité culturelle-là, notamment au tribunal de l'actualité, mais c'est une belle initiative, et il faut le dire, ça a commencé il y a déjà quelques années, je ne sais pas si c'est la 3e édition, mais nous avons souvent ici des rendez-vous culturels qui sont le lieu de prestation ou d'expression plutôt artistique. Vous voyez, et ici on est dans un registre qui est tout autre. C'est vrai qu'il y a l'artiste qui est au centre du débat, mais il y a posé sa problématique à lui, à savoir comment faire la promotion de son œuvre culturelle avec les besoins du moment et les réalités du moment. On sait que le digital est l'un des moyens les plus forts pour faire la promotion de son œuvre, mais aussi pour se faire des dividendes. Ça, c'est une vérité. Et on salue au passage donc Alif Naba, qui en est l'initiateur et qui depuis des années donc fait des pieds et des mains pour avoir des personnes de ressources. Je me rappelle que l'année passée, il y avait Sony Jazz Music qui était là et qui sont des pionniers dans ce domaine-là, qui ont pu entretenir nos artistes sur les enjeux liés notamment à cette question-là. Cette année, ça a été aussi la même chose. Il y a eu beaucoup d'autres acteurs qui sont venus à travers un peu du monde entier pour partager leur expérience dans ce domaine-là. Et c'est bon pour les artistes burkinabés d'avoir ce type d'expérience-là partagée, de se frotter et d'avoir ce type de carnet d'adresses, et puis d'avoir la conscience de ce que offre certaines possibilités. Et je pense que c'est encore bien de le dire et de le faire remarquer. Chapeau à Alif Naba, et on espère que ça pourra toujours continuer ainsi. On a vu les ministres aussi, qui étaient là pour accompagner l'événement, comme pour dire que ce n'est pas de façon isolée que la démarche est en train de se faire. C'est un bon point, il fallait le faire remarquer avant qu'on ne retombe encore dans la campagne et qu'on oublie toutes ces choses-là. Dernier avant-propos que j'aurai, ça sera très bref, c'est penser à la famille du président du Faso, puisque on a appris donc hier, et la nouvelle est tombée, que le président du Faso a perdu son père. Quoi qu'on dise, c'est aussi un fonctionnaire de la République, ministre et tout, et on sait aussi au niveau international les postes qu'il a occupés qui permettent, et ça c'est la vérité, d'avoir le drapeau du Burkina ici haut, mais au-delà de cela, il y a la personne qu'il a été, et c'est cette pensée-là qu'on voulait avoir à l'endroit de cette famille-là en ce jour. D'accord. Et par donc votre voix, l'équipe du tribunal de l'actualité, de True TV et de Watt FM présente donc des condoléances à toute la nation entière. Comme vous l'avez dit, c'est un haut fonctionnaire du pays, également à la famille Kabouré. Alors, merci à vous pour ce regard sur l'actualité. À présent, on va parler
de la sortie, sinon de l'article du Courrier confidentiel dans sa parution du 25 octobre dernier, qui est revenu donc sur le rapport 2019 de l'ASELC qui, vous le savez, a effectué en tout cas des audits sur bien de structures du pays. Et au niveau donc du ministère des Mines et des Carrières, le journal est revenu donc sur la gestion des finances publiques de 2018 de ce ministère-là. Et on y décèle, selon le journal et selon le rapport du RENLAC, des irrégularités concernant des entreprises payées sans contrat, voilà, et des marchés exécutés avant même d'être payés sur l'ensemble des marchés réalisés cette année 2018, puisque c'est cette année-là qui a été auditée. On apprend qu'aucun marché n'a été exécuté à travers un appel d'offres ouvert. En gros, ce que fait remarquer le journal à travers ce rapport de la SELC, c'est que la passation et l'exécution des marchés au sein du ministère des Mines et des Carrières, tout cela est entaché de corruption, de favoritisme et une mauvaise exécution des prestations. Quel est le regard qu'on peut y porter à cette émission Le Tribunal de l'actualité? Déjà, Geoffroy Bara, pour beaucoup, c'est un rapport qui est déjà connu. Y revenir serait une sorte d'acharnement médiatique contre un ministère ou son responsable, parce qu'on en fait trop selon ces personnes. Et d'autres estiment que ce rapport, bien qu'il ait occupé l'actualité, il y a certainement des passages qui sont passés sous silence. Il est nécessaire d'y revenir, comme ce qu'a fait le journal. Quelle est votre approche déjà de cette question d'entrée? Bon, l'approche que moi j'en fais, c'est qu'il y a un travail qui est fait. Okay? Et ce travail-là, il mérite au moins qu'on y jette un regard. Et c'est de la matière pour les journalistes que nous sommes. Et s'il y a des problèmes de gouvernance, s'il y a de l'opacité dans une gestion, quand c'est révélé, c'est notre rôle en tant que journaliste de le porter à la place publique pour que les uns et les autres apprécient, parce que n'oublions pas quelque chose. C'est que tant que c'était, ça n'a pas d'impact outre mesure. Mais lorsque c'est su, la première des choses, c'est que ça dérange les personnes qui sont incriminées. La deuxième, qui vient moi à mon avis, c'est qu'il y a obligation de s'expliquer. Et puis à la fin, je pense que c'est la finalité de tout, qu'on ait le clair-mot de tout ça, la vérité. Et ça passe quelquefois par la justice. Voilà ce que ces choses-là enclenchent. Et il y a un travail qui est fait chaque fois par le RENLAC. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, au tribunal de l'actualité ici, nous discutions notamment de la valeur de ce rapport-là encore, étant entendu que très souvent on a l'impression que sur le classement de la perception de la corruption au Burkina Faso, on a on va dire les mêmes 5 champions qui, comme dans un jeu de chaises musicales, se changent la place chaque année, et qu'à un moment donné, ça n'émeuve plus personne, et qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'il faut encore continuer, Mais il n'y a pas que ça. De dire que selon les Burkinabés, voilà. Il y a un travail aussi qui est fait pour dire que voilà des éléments sur lesquels nous avons pu investiguer, et voilà ce que nous avons pu avoir, et ça suscite des questions. N'oublions pas que les rapports que nous avons ne sont pas une vérité dite dans l'absolu pour traiter de quelqu'un à la fin de coupable de fait. Ce n'est pas le rôle de ce rapport-là. C'est la justice qui dit qui est coupable, qui ne l'est pas. L'important dans ces rapports-là, c'est là où il y a matière à comprendre, d'en extraire la substance et de dire ça on ne comprend pas. Vous ne pouvez pas passer un certain nombre de marchés alors qu'on connaît les règles en la matière au Burkina. Lorsque ça atteint un certain seuil, vous avez obligation de... On va y venir au fond, mais déjà pour ce qui est du déficit de communication, est-ce qu'il est imputable au RENLAC qui mettrait l'accent seulement sur le classement des 5 premiers, comme vous l'avez dit, ou bien c'est la presse qui ne joue pas son rôle pour exhumer certainement ces pans qui sont suffisamment importants, parce que le classement, lui, il est presque folklorique. L'essentiel est dans les audits qui ont été menés de façon sérieuse sur certains départements. Je crois que le problème pour moi n'est pas la question de la démarche communicationnelle. C'est d'abord une matière qui nous est mise à disposition. Et je le dis encore, c'est un travail de fourmi qui est fait par le RENLAC. Parce que ce n'est pas facile d'avoir un certain nombre d'informations, même lorsque vous y avez droit.
On a vu sur la question de la réforme des salaires pour ce qui est de la fonction publique, pour l'étude qui devrait même permettre d'avoir un certain nombre d'éléments, on a vu le comité qui avait été mis en place. Il avait d'énormes difficultés à accéder à un certain nombre d'informations au niveau de certains ministères, alors que la démarche et la dynamique elle-même était d'abord de l'État, était celle de l'État. C'est-à-dire quand l'État même peine à avoir des informations le concernant, il y a un souci. Ça veut dire que normalement vous vous dites à une lettre près, c'est passé, on vous ouvre les portes et puis on vous ouvre les tiroirs et puis vous regardez dedans. C'est-à-dire même quand l'État diligente, ça pose problème. Parce que c'est pas tout le monde que ça arrange de donner toutes les informations. C'est dans ce Burkina-là qu'on est et c'est la réalité. Et quand avec l'acharnement, le RENLAC arrive à avoir des éléments qui ne plaisent pas forcément. Je suis convaincu qu'au ministère, ça ne plaît pas d'avoir de divulguer ce type d'informations. Donc quand ils arrivent à les avoir et qu'ils arrivent à le coucher dans un dossier avec des références et tout, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Si ce n'est de nous le mettre à disposition, organiser un point de presse, pas nous le lire le rapport avec combien de pages? On n'en aura même pas le temps et puis on sera saoulé par tout ce qu'ils vont nous dire. Mais c'est d'en prendre les points saillants. Et c'est au regard de l'intérêt que les Burkinabés ont. Et aujourd'hui, c'est de savoir, non, cette fois-ci, c'est la douane qui est perçue par le Burkinabé comme le plus grand tricheur, ou bien celui qui est gangréné le plus par la fraude ou la corruption. Le deuxième, c'est ceci. C'est ça qui fait débat. Mais derrière, il y a un bon travail d'investigation qui est fait. Il y a des éléments qui sont donnés. La question que vous posez, elle est intéressante. La responsabilité est celle aussi des journalistes que nous sommes. On nous a donné une matière, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Vous lisez le rapport et vous en faites sortir un certain nombre d'éléments. Je prends un exemple tout simple. Et souvent, c'est ce qu'on enseigne aussi, et c'est ce qu'on dit à nos petits frères lorsqu'ils viennent dans des rédactions. C'est le débat qu'on fait tous les jours, aux conférences de rédaction et tout. C'est que vous allez aujourd'hui rencontrer le ministre, par exemple. Je pense le ministre je prends le cas du ministre des Mines. Mais vous allez, il est le parrain d'un atelier ou il vient pour un atelier ou vient pour ceci ou cela. Lui, il est dans sa démarche communicationnelle sur un certain nombre d'éléments qu'il est en train d'implémenter au niveau de son ministère. Il vient pour montrer qu'il est en train de bosser et que ça roule bien. Ça, vous ne pouvez pas lui en vouloir pour cela. Il montre qu'il est en train de bosser. Mais vous, est-ce que c'est ça forcément qui vous intéresse? Vous venez peut-être qu'il y a de la commande, vous faites cette commande-là, mais après, il y a d'autres éléments qui intéressent le contribuable. Vous posez les questions dont on n'a jamais l'occasion de poser. Vous êtes un éclaireur. Donc quand vous venez, si vous avez lu le rapport et vous savez qu'il est cité dans un certain nombre d'éléments pour lesquels, logiquement, par devoir de rédévabilité, on devrait avoir un certain nombre d'éléments, mais vous allez lui poser la question. Combien de fois on l'a fait? On lui pose la question d'abord de savoir, je ne parle pas seulement au ministre, je ne parle pas seulement du ministre des Mines, il y a beaucoup d'autres ministres. Quand ils viennent, ils pensent qu'ils sont dans le pur communicationnel, les gens sont là parce qu'il y a un événement, donc on est tout sourire, on oublie qu'il y a des petites choses sur lesquelles on devrait s'expliquer. La première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez parrainé cet événement? Ah oui, j'ai parrainé cet événement parce que si, parce que cela, c'est quelqu'un qu'il fallait accompagner, nanani, nanana, vous l'entendez, et puis un coup, flop, il y a une question qui saute. Monsieur le ministre, vous êtes cité dans telle affaire qui dérange aujourd'hui la République, qu'est-ce que vous dites? C'est ça le rôle du journaliste. Parce que si vous écrivez, ça c'est sûr, si vous écrivez chaque matin, voilà mon questionneur, je veux avoir une interview avec vous, nanani, nanana, mais vous allez rester. Mais là-dessus aussi, c'est pas donné d'avance parce qu'ils ont aussi l'art d'esquiver certaines questions qui dérangent. Au moins, il y a ce mérite-là, c'est que vous ayez posé la question. Le problème, pour nous, très souvent, c'est d'avoir l'opportunité de poser notre question. Et lorsque vous l'avez, posez-la. Mais pour cela aussi, avant, pour revenir à la question que vous posiez, il aurait fallu que la matière qu'on nous donne, le travail que le RENLAC a fait, nous journalistes nous avons aussi l'obligation d'investiguer. C'est une forme aussi de travail dans le métier que nous faisons. Mais quand il y a la matière comme ça qui vous est donnée d'emblée, la moindre des choses, c'est de questionner, l'incriminer sur le problème. Mais pour ça, il aurait fallu que vous ayez lu le rapport. Pour cela, il aurait fallu que vous ne vous arrêtiez pas au point de presse et avec ce qui intéresse tout le monde,
Il faudrait que vous soyez allé fouiller. Et puis même quand vous avez fouillé, vous avez fouiné, vous ne vous arrêtez pas au simple mot et à la simple phrase, par exemple, du ministre et à sa simple réponse. Il vous dira peut-être que j'ai fait ceci parce que, j'ai fait cela parce que, mais même dans la réponse, il y a encore des éléments. Parce que vous irez chercher, si vous parle on n'entend pas de la question de la passation des marchés, si vous vous rendez compte que ce qui est dit, il y a des contre-vérités, ou bien il y a des éléments qui ne sont pas assez convaincants pour vous, on a une autorité qui s'occupe de la régulation de la passation des marchés. Vous allez les interroger sur comment est-ce que cela se fait. Et petit à petit, vous éclairez vous éclairez la lanterne de vos auditeurs et de vos téléspectateurs, et puis vous éclairez les citoyens. Maintenant, s'il y a de la matière dans tous les cas, s'il y a obligation de s'expliquer, je pense que c'est ça le plus important, ce qui est mis sur la place publique, c'est que qui de droit s'en saisisse s'il y a beaucoup de matière à ce que l'homme vienne se justifier, s'il y a des éléments qui incriminent, qui sont de nature assez pesante, on vous dira, messieurs, venez vous expliquer. Ce n'est pas la première fois. On a vu Bouddha dans l'affaire des. À la base, c'est le Renlac. Oui, dans l'affaire des biens mal acquis ou non déclarés ou quoi que ce soit. C'est le Renlac qui était derrière. C'était la base. C'est un peu cela qu'on attend aussi. Et je crois que ce n'est pas vouloir empêcher à certaines personnes troubler le sommeil de certaines personnes. Mais dans tous les cas, si vous avez quelque chose à vous reprocher, on va troubler votre sommeil. Ah non, vous ne pouvez pas faire un certain nombre d'éléments et puis dormir tranquillement. Parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'ils ont faim. Mais quand ils ont faim là, pourquoi? Si c'est parce que vous avez pris ce qui leur revenait, mais il faudrait qu'on trouve votre sommeil. C'est de ça aussi qu'il s'agit. En tout cas, de cette responsabilité de la presse, c'est ce travail-là qu'a fait le Courrier confidentiel. Et dans le fond, il fait remarquer que le rapport de l'ASLC nous dit que le plan de passation des marchés au ministère des Mines et des Carrières n'a exécuté que 39 marchés publics en 2018. Sur 40 prévus, et de ces marchés-là, aucun n'a été exécuté à travers un marché d'offres d'appel ouvert. Et on fait remarquer aussi à travers le contrôle de la SLC que la direction des marchés est représentée par 2 agents dans les commissions d'attribution des marchés, ce qui n'est pas conforme donc à la loi qui prévoit une personne. Et l'interprétation qu'on fait, c'est que cela pourrait influencer la décision de l'attribution des marchés selon l'autorité supérieure. Alors, un commentaire encore une fois sur cette question. La question de passation de marché est pour moi très encadrée. J'ai eu la chance de suivre une formation là-dessus. Quand vous lisez, c'est-à-dire que quand on a commencé à lire un certain nombre de textes, tout ce qui s'est dit que dans la salle, parce que c'était une formation avec les journalistes, il y avait beaucoup de confrères et tout, c'est beaucoup de questions qui ont commencé à fuser de toutes parts. Parce que vous avez l'impression que vous êtes aux antipodes de ce qui est pratiqué. Vous vous dites, mais si c'est si bien encadré, pourquoi est-ce qu'il y a problème? Mais le problème vient des spécificités. Vous allez vous rendre compte que, par exemple, sur certains marchés, on vous dira que, et vous allez voir que ce que cela demande comme compétence et qualité, quelquefois, il y a des expertises que vous avez du mal à trouver ici. Vous comprenez un peu de quoi je parle? Ça devient un peu plus compliqué. Même si vous lancez un appel d'offres, vous savez un peu à quoi vous en tenir. Ou bien des fois vous la lancez une première fois, il n'y a pas grand monde. C'est infructueux. Voilà, c'est infructueux. Vous êtes obligé de passer autre part, alors que quand vous regardez les plafonds qui sont prévus pour ouvrir, vous les dépassez. Vous faites comment? Je n'excuse pas, je ne dis pas que c'est dans ce contexte-là nous sommes. Voilà pourquoi je dis que lorsqu'il y a investigation, lorsqu'il y a confrontation, et lorsqu'il y a ces éléments-là qui ressortent, l'obligation maintenant est faite à l'incriminé de venir s'expliquer et donner les détails qui ont concouru à ce que on passe le marché ainsi. Parce que si c'est en violation des textes, vous avez obligation de vous expliquer. Parce que les textes, c'est clair. Il n'y a pas de débat dessus sur la question des seuils. Et même la question des seuils, on ne les revoit pas, on ne les revisite pas parce qu'on est ministre et puis on voit ça entre nous au cabinet. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est transversal à la commande publique un peu partout. Donc, c'est clair et c'est net. Donc, lorsque on en arrive à ces cas, le problème c'est que vous avez l'impression que ça veut se gérer en aparté. C'est là où c'est intéressant les rapports. Une fois que c'est pris, c'est sorti sur la place publique, et c'est à nous maintenant de faire, d'obliger et de mettre la pression
Demander des explications. De demander des explications, c'est ça notre rôle. Sinon, vous allez voir le rapport, il n'y a pas que ça. Et même, je me rappelle que la dernière fois, quand on discutait avec le RENLAC, après avoir fini de présenter le rapport, vous voyez qu'il y a même des cas. C'est-à-dire, il y a des cas de fraude ou de corruption qui mettent et qui épinglent certains agents, mais qui sont racontés. C'est-à-dire, parce qu'au détail, c'est raconté. Vous comprenez? Donc je veux dire que, mais à la fin, même quand c'est raconté, l'incriminé devra venir s'expliquer pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Parce que d'emblée comme ça, je veux dire, vous pouvez émettre un avis, mais qui sera sûrement que technique, mais qui ne dira pas dans le fond quelles sont les spécificités du marché, quelles sont les contraintes qui ont fait que ceci s'est passé, et puis de façon très claire. Mais je pense que le plus important déjà, c'est que ces éléments-là soient ressortis. Et ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. C'est assez intriguant quand même. 39 marchés exécutés sans appel d'offres ouvert. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. On pourrait comprendre les spécificités dont vous faites mention, mais là, jusqu'à l'entièreté des marchés. Mais là, il faudrait montrer ces spécificités dans chacun des marchés. Et jusqu'à 39, vous devenez un peu le roi de l'explication. ça fait vraiment un peu bizarre. Il n'y a pas que ça. C'est dire, souvent quand dans l'exécution des marchés, il y a ce qu'on appelle des acomptes, c'est-à-dire qu'on vous verse quelque chose pour que vous... Mais si on vous paye tout avant même que le marché ne soit exécuté, puis quelquefois on attend, alors qu'on connaît la question de la non-célérité dans les paiements pour ce qui concerne notamment la commande publique, on se dit, est-ce qu'avec ces entreprises en question, il ne faudrait pas se poser la question s'il n'y a pas de favoritisme, mais s'il n'y a pas de... Il y a beaucoup de questions que ces éléments qui sont reversés là, en tout cas ramènent pour les Burkinabés que nous sommes. Parce que plus ou moins, vous avez quelqu'un qui est dans le domaine de l'offre de service. Vous savez comment ça fonctionne. Ils sont tous en train de courir après l'argent qu'ils ont et que l'État leur doit. Mais quand vous avez des personnes, bon, elles sont payées toujours avant. Ça crée un petit souci. Ça crée un petit souci. Et puis, c'est pas la première fois que ce ministère-là aussi est cité dans les questions d'opacité de gestion, ou bien dans les questions d'incompréhension relativement à un certain nombre de process qui sont clairs et qui sont réglementés, dont le respect, ma foi, n'est pas si clair que ça. On a aussi mis à nu certaines pratiques courantes donc au niveau même des marchés, l'exécution des marchés au Burkina Faso. On parle du fait que un marché est attribué à une entreprise sans qu'il y ait un appel d'offres ouvert, et par la suite c'est cette entreprise qui doit ramener des factures concurrentes d'autres entreprises afin d'exécuter donc son marché. Et là c'est le favoritisme à ciel ouvert. Mais ça, ce n'est plus une ouverture. Bon, je pense que tous dans ce façon, c'est comment ça fonctionne. Il y en a qui vous font, ils ont l'entreprise principale, ils ont des entreprises satellites qui ne sont rien d'autre que qui ne servent que dans, comment on appelle ça, dans l'apparence d'une concurrence, ou même l'apparence de l'ouverture de la concurrence pour accéder au marché. C'est-à-dire c'est la même personne. Vous regardez derrière, c'est la même personne. Vous avez l'impression qu'il y a 5 entreprises qui sont en train de concourir, mais en fait, quand on lance, avant même de lancer le marché là, on sait à qui on va donner. C'est déjà discuté, et puis il y a une question de part. Ça, on entend souvent parler de cela. Ou bien, s'il te plaît, tu peux m'avoir une facture. Toi, ton entreprise, là, c'est dans quel domaine? Comment on peut vous demander de faire une évaluation d'un travail dont vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants? Mais l'essentiel, ce qu'on veut, c'est un document avec votre signature qui fait une proposition et on vous dit le montant que vous devez mettre pour que ce soit lui qui puisse passer. Tout ce dont on a besoin, c'est l'entête, votre entête. On a besoin que de votre entête et puis de votre cachet. Et on dira le montant que vous devriez mettre parce que on sait dans le jeu des possibles comment s'arranger pour que ce soit lui qui passe. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est des choses à bien fouiller. Quand vous regardez, ça saute aux yeux. Mais le problème, c'est que il y a une habitude de fonctionner comme ça. Il y a vraiment une habitude de fonctionner comme ça et ça fait craindre. Et quelquefois, on s'assoit, on dit...
Que on a un marché, on a un climat des affaires sur lequel on travaille avec des tests qui permettent d'avancer. Mais quand vous regardez, quand le pouvoir tourne, il y a un nouveau club des riches, mais c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y en a qui, dont on a parlé tout le temps de l'importance d'entreprendre, du caractère impérieux, et à un moment donné de créer quelque chose. Mais quand vous les rencontrez, dehors, ils vous disent que entreprendre n'est pas facile. Quand vous entendez le Burkinabé vous dit entreprendre là, ce n'est pas facile. C'est de ça qu'ils parlent. Comment avoir accès au marché? Parce qu'ils ont l'impression que c'est souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes qui ont accès au marché parce que comment dire cela, le process il est connu. Ceux dont vous parliez, ça c'est sûr. On va en postule avec des entreprises d'écran et puis ça passe parce que ça a été discuté avant que c'est vous qui devriez l'avoir. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des marchés au Burkina Faso sans passer par le clientélisme? Ça peut être possible. C'est pas partout que tout le monde est corrompu. Ça peut être possible. Mais le problème dans tout cela, c'est quoi? C'est que celui à qui on donne le marché, quand vous regardez la part, parce que c'est souvent ça, on ne vous donne pas pour vos beaux yeux. Il y a une rétrocommission, il y a quelque chose que vous devrez remettre. Et les gens sont tellement gourmands qu'après on se plaint de voir que non, tel marché il est mal exécuté, tel marché il est ceci, tel marché il est cela. Quand le gars, sa marge bénéficiaire, des fois il se retrouve même à emprunter pour venir terminer son marché parce qu'il sait que s'il s'amuse, ça va gâter son nom, il a besoin d'un autre marché. Parce que celui qui est dans la chaîne pour donner le marché a tellement demandé qu'il se retrouve à regretter pourquoi même il a fait tout ça pour avoir ce marché-là. Est-ce qu'il ne s'en sort pas? Il ne s'en sort pas. Et vous allez vous dire, bon écoutez, tu n'as que tes yeux pour pleurer parce que c'est toi qui l'as cherché. Mais si le gars il est assis pendant 1 an, 2 ans, il fait ce qu'il peut et qu'il n'a aucun marché, on lui dit c'est comme ça que ça fonctionne. Chaque fois qu'il vient, il se rend compte que c'est comme ça que ça fonctionne. À un moment donné, pour avoir une viabilité, il est obligé de rentrer dans le système et dans le réseau. Mais après, vous allez comprendre, le marché est mal exécuté, mais par après il a encore un autre marché. C'est là où on comprend qu'il y a un problème. Comment des entreprises qui sont connues, qui exécutent à chaque fois des marchés et c'est pas bien fait, mais c'est les mêmes qui reviennent qui ont encore les marchés. Ça veut dire que ça arrange un cercle. Comment est-ce qu'on peut sortir par le haut avec ces façons de se comporter? Et je crois que le plus important, c'est lorsque de petits éléments comme ça sont sortis, qu'on mette la pression pour qu'on comprenne. Mais c'est dire que le mal est profond. Il y a tout un circuit, sinon tout un réseau de personnes qui bénéficient de ce type de pratiques. Sinon, il y aurait forcément quelqu'un dans le dispositif qui va faire quelque chose pour empêcher ou en tout cas attirer l'attention de l'opinion. Moi, quand vous dites des choses, de fois ça me fait sourire. Vous venez, j'ai dit un exemple simple. Vous venez dans une administration où c'est-à-dire que du vigile là jusqu'au directeur là, il y a un système qui est mis en place. Quand vous ne rentrez pas dedans, c'est sûr que vous n'allez pas rester ici longtemps. Vous allez être muté à nulle part. Et vous allez, comme dirait l'autre, vous allez faire transpirer votre honnêteté là-bas. Ici là, ça c'est pas votre place. Beaucoup d'agents vivent ça. Et si vous vous amusez à dénoncer même, c'est sur vous ça va retomber. Et vous êtes là, vous regardez. Mais est-ce que ça peut continuer? Je pense aussi que c'est ça le plus important. Je reviens toujours sur cette phrase-là. Lorsque des éléments de ce type sont découverts, notre travail, nous, journalistes, c'est de reverser ça. Et qu'avec l'opinion, il y a cette pression-là. Rien ne change lorsque à un moment donné, on se dit « Aïe, c'est comme ça ». Tant qu'on dirait « Aïe, c'est comme ça », là, ça ne va jamais changer. Il faudrait éduquer par des exemples. Il faudrait éduquer par des tâches. Ça veut dire que quand vous regardez derrière là, il y a quelqu'un qui a fait ça, mais voilà comment il a terminé. Tant qu'il n'y a pas ce type d'exemple là, ça ne va pas changer. Vous allez avoir des gars depuis 10 ans, il est le tout puissant au ministère, celui qui donne, celui qui fait, celui qui refait. Il est là et puis il n'y a rien. Vous voulez que ceux qui travaillent avec lui, qui ont résisté pendant 10 mois, après vont devenir comment? Si ce n'est pas continuer de tremper dedans. Si celui même qui est au courant, qui ressort, qui va se plaindre, se rend compte que ça lui revient après comme des problèmes, vous voulez qu'on fasse comment?
Et je pense que quand il y a ce type de travail qui est fait, tout ce qui reste à faire, c'est remettre sur la place publique, que l'opinion s'en saisisse et qu'il y ait cette pression. On a vu l'affaire de ce même ministère, la question du charbon fin. Comment chaque matin, chaque Burkinabé ne s'est pas réveillé pour comprendre charbon fin là, c'est quoi? Et de quoi il retourne? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à un moment donné, tout le monde voulait savoir. On s'est dit, c'est l'argent du public, c'est l'argent de tout le monde. C'est avec ce type de pression-là qu'on peut avoir un certain nombre d'éléments. Et je suis convaincu aussi aujourd'hui que vous êtes nommé ministre des mains là. Quand on va dire déclarer là, déclarez vos biens là. Vous allez vous asseoir avec un stylo et puis passer toute une nuit et puis le lendemain voir très bien s'il n'y a pas de problème, parce que quand vous allez sortir là, un matin vous dites que vous avez construit ceci, vous avez construit cela, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui vous attend. Tant que il n'y a pas quelqu'un qui refuse de déclarer leur patrimoine, c'est pas évident. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ait des exemples. Que ça ne passe pas comme lettre à la poste. Je pense que c'est ça qui est important. Et puis à la faveur de certaines affaires, beaucoup de Burkinabés se rendent compte que quand vous êtes à la tête de telle institution, mais quand vous êtes nommé ici, vous avez obligation de déclarer vos biens. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le savaient pas. Et lorsque vous sortez, on regarde un peu et on se dit, vous avez reçu tant comme salaire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des possibilités de collusion même pendant que vous êtes aux affaires. Vous pouvez voir votre fortune passer du simple au, je sais pas moi, au double ou au triple. Mais comment est-ce que cela est fait? Il faut qu'on puisse bien lire là-dedans. C'est petit à petit qu'on éduque aussi les citoyens et ils arrivent à avoir des éléments pour mieux regarder sur comment est-ce que notre argent là doit être dépensé, sur comment est-ce que les choses sont gérées, et puis comment est-ce qu'on peut obliger les gens à s'expliquer lorsqu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont donnés. Mais ma foi, pour ces ministères-là, je pense que il y a tellement de comment dire ça, de révélations concernant le ministère que ça dérange. Ça, c'est une réalité. Que ça dérange. Il y a des obligations de s'expliquer sur un certain nombre d'éléments. Mais le problème chez nous aussi, c'est ça. C'est bien la question d'ailleurs posée par bien de Burkinabés qui se disent, une chose est de faire des révélations, une chose est de mettre cela dans un rapport de l'autorité supérieure de contrôle d'État, mais là où on attend véritablement en termes d'action, c'est la question de la justice qui traîne. Parce que si en 2018 on a fait ces révélations, ces irrégularités décelées, on est en 2020, la personne n'est pas inquiétée, on est à quelques jours des élections, on ne sait pas s'il sera reconduit communiste, mais en tout cas, ça donne le temps d'effacer ou de régulariser certaines choses. Oui, c'est une réalité, mais je crois aussi que ce qu'on n'a pas et qui pose problème, c'est la culture de la redevabilité et l'obligation de rendre compte. Je pense que quand vous êtes cité, quand vous pensez que c'est une calomnie, quand vous pensez que ce qui est dit n'est pas vrai, le minimum au moins c'est d'y répondre. Ce n'est pas un post sur... je suis désolé, mais ce n'est pas un post qui est fait sur les réseaux sociaux où vous ne savez pas de qui il s'agit et c'est quelqu'un qui est en train de vous salir. Non, c'est des messieurs sérieux qui font des rapports chaque année. Donc, vous deviez savoir que votre ministère est cité. Et quand c'est comme ça, le minimum pour moi, c'est un point de presse que vous organisez pour répondre et donner des éléments d'explication sur la situation. Très souvent, à quoi on a affaire? C'est que lorsque vous avez des éléments comme ça, vous allez beau appeler le service de communication du ministère, ils ne vont jamais vous donner la possibilité d'avoir le ministère et d'avoir une interview là-dessus. On est en train de préparer un point de presse ou bien on est en train de travailler sur la question, c'est ce qu'on vous répondra. Et tant qu'il n'y a pas une pression claire de l'opinion, vous n'aurez jamais le ministre qui viendra et qui sera obligé de vous expliquer. La question des charbons fins, vous n'avez passé combien de temps avant d'avoir le ministre venir s'asseoir et s'expliquer? C'est comme ça. C'est parce que l'opinion a commencé à réclamer des explications qu'il y a eu cette obligation. Et c'est ça le travail que nous avons à faire en tant que journalistes. C'est lorsqu'on reverse, c'est qu'il y ait cet intérêt-là, cet engouement-là sur l'explication, qu'on puisse entretenir au niveau de l'opinion et qu'il fasse pression et qu'il change la donne. Ça n'est que comme ça qu'on peut arriver à assainir la gouvernance que nous avons et à la rendre vertueuse. Parce que nous sommes tous humains. Là où vous venez, vous pensez que vous pouvez tout prendre parce que c'est là à profusion, vous allez le faire. Quand vous remarquerez qu'il y a des caméras, vous allez commencer à dire on me filme. Mais quand vous allez regarder, vous mettez la main, on vous tape, vous dites il y a un régulateur ici. Et vous commencez à réfléchir un peu et à enlever un certain nombre de dérives que vous pourriez avoir ou de comportements indélicats que vous pourriez poser. Je pense que c'est comme ça. Mais si vous venez
et puis vous pensez que vous êtes dans la caverne d'Ali Baba et que vous prenez ce que vous voulez, vous partez. Dans tous les cas, ceux qui sont dehors, des fois même ça ne les intéresse pas, ça y a un problème. Je pense qu'il y a un gros souci. D'accord, merci à vous d'avoir donné votre lecture de ces révélations-là. On va forcément dire on va dire félicitations à Lagui Bama et son équipe du Courrier confidentiel d'être venus sur cette affaire, même si elle était déjà connue. Je pense que ça fait actualité mais désormais, et nous invitons par conséquent les autorités compétentes à donner suite à cette affaire au niveau du ministère des Mines et des Carrières du Burkina Faso. Alors, on va maintenant parler de la sortie médiatique du président Alassane Dramane Ouattara, qui, vous le savez, est candidat à sa propre succession pour un 3e mandat. Alors, quelques jours donc de l'élection présidentielle, il était l'invité de nos confrères de RFI de France 24. Il affirme que la Constitution lui interdit de changer la date du scrutin, donc pas question de penser à un report. Il estime également qu'il est temps que Laurent Gbagbo rentre chez lui parce qu'il a déjà purgé un certain nombre d'années en prison. Il propose également de rétablir, après sa réélection, si possible, la limite d'âge pour les candidats pour la présidentielle à venir. C'est-à-dire qu'en 2025, il dit qu'il ne sera plus candidat et qu'il devrait certainement une révision des dispositions de la Constitution pour limiter l'âge de la candidature à 70 ans, ce qui va d'office certainement mettre hors de compétition Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Quel est le regard qu'on peut y porter? Geoffroy, certainement vous avez pu suivre cet entretien. Comment expliquer cette image de sérénité qu'il a donné de constater face aux journalistes à quelques jours donc de ces élections qui, on le rappelle, est entachées en tout cas de violence de part et d'autre? Il y a deux choses. Premièrement, est-ce qu'il a autre choix que de se présenter comme étant quelqu'un de serein? Même si à l'intérieur il y a beaucoup de choses qui bouillonnent, ou il y a beaucoup d'incertitudes, ou bien il y a beaucoup de craintes. Il n'a pas intérêt à donner le visage d'un président qui soit d'un président candidat qui soit dans des affres de l'angoisse. Il n'a pas besoin de ça, ça communiquerait pas de bonnes choses pour notamment ces militants, monsieur, qui lui sont acquis et qui sont acquis à sa cause. Maintenant, deuxième élément, parce que je dis il y a deux choses, mais il y a aussi que je ne pense pas que Alassane soit si perturbé que ça avec ce qui est en train de se passer. Il en avait conscience. La volonté de ce 3e mandat, avec la réalité ivoirienne, ne pouvait donner que ce qu'on est en train de voir, avec une opposition qui tire sur lui à boulet rouge et puis qui est prête à tout pour qu'il n'y ait pas d'élection. Ça, je pense que dans une partie de sa tête, c'est quelque chose qu'il y avait déjà. Donc, pour moi, même si à l'intérieur ça boue, il n'aura pas intérêt à le montrer. Et puis, donc c'est je ne pense pas forcément. Selon vous? Non, j'ai dit, même si à l'intérieur ça boue, il n'aura pas intérêt à le montrer. Ça, c'est un. Et je crois aussi que ce n'est pas si vrai que ça boue à l'intérieur, parce que ça serait à ne pas comprendre, parce que son choix augurait ce qu'on est en train de voir actuellement en Côte d'Ivoire. Donc d'une façon ou d'une autre, je me dis qu'Alassane s'y est préparé. Maintenant, je crois qu'il est un peu juste mal à l'aise, parce qu'il aurait voulu qu'il y ait un jeu démocratique auquel participent en tout cas des partis qui pèsent et qui donneraient plus d'éclat à sa victoire. Kakabe, j'ai tout le respect pour lui, c'est quelqu'un qu'on a reçu ici, avec qui on a discuté, mais pour ce qui est de peser en Côte d'Ivoire, je pense qu'il a fait du chemin, mais il en a encore à faire. Mais parce qu'à Alassane, ça va être difficile. Voilà, il en a encore à faire. Et puis la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, c'est des partis qui ont des machines qui broient sur le passage. RHDP, c'est une machine, c'est une vraie machine. Vous regardez les moyens que Alassane a mis pour sa campagne, vous voyez les déplacements, les cortèges et tout, c'est pas rien. Vous regardez le camp PDCI, ça aussi c'est une grosse machine et elle ne date pas d'aujourd'hui, cette machine-là. Et puis on sait que les gens votent traditionnel, donc les votes ça ne change pas comme ça. Et eux ils ont cet électorat-là qui leur est acquis depuis fort longtemps. Vous regardez le FPI, il y a une bonne partie des Ivoiriens qui digèrent mal la façon dont Gbagbo a été traité et qui portent encore quelques espoirs. Donc c'est des machines qui sont bien calées, bien huilées. Et Kakabe en est conscient. Alassane sait qu'il va pas avec les clients qu'il faut pour cette élection. C'est peut-être un peu ça son regret. Mais qu'à cela ne tienne, ces élections, lui, les veut. Ces élections, il les veut et à date.
Je crois que c'est ce qu'on a retenu de l'interview qu'on a. Et il commence à parler de 2025, alors que l'enjeu c'est 2020, sa troisième candidature. C'est même pas que ça. Il parle de 2025, mais il dit même ce qu'il fera lors de son prochain mandat. Sur la question de l'âge, c'est normal. Qu'est-ce que Kakabe peut face à lui? C'est un boulevard tout tracé. Ça, c'est l'enjeu pour ces élections-là. C'est-à-dire ce que les gens viendront regarder, c'est le taux de participation. Je ne vais pas savoir qui a gagné. Parce que Alassane a déjà gagné. En tout cas, si ces élections ont lieu, je pense qu'elles auront lieu en tout cas, Alassane a déjà gagné ces élections. Mais qu'est-ce que vous dites du boycott annoncé par l'opposition à travers la désobéissance civile? Le boycott n'aura d'effet pour moi que de rendre encore plus bas le taux de participation. Parce qu'il y aura beaucoup de bureaux de vote qui ne recevront pas leurs urnes, parce qu'on a vu les voix qui sont barrées. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'auront pas voté. Ça ne sera que ça l'impact premier. C'est-à-dire, si l'élection a lieu et tout, ça sera ça l'impact premier, le taux de participation. Maintenant, pour le reste, les résultats seront donnés et puis je pense que la vie va suivre son cours. Maintenant, quel sera ce cours-là? C'est la grande question aujourd'hui. Quand on regarde les antagonismes, est-ce que avec l'appel qu'il est en train de lancer, celui d'un gouvernement qui pourrait être ouvert même au camp de ses profondeurs aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas appâter certains qui à un moment donné diront peut-être à l'oreille de Bédié, écoutez, on a passé 10 ans, on était quand même bien à l'aise. On a soutenu Alassane et il nous l'a bien rendu. Regardez, on est en train de s'essouffler. Parce que c'est ça sera une course de fond. Est-ce que l'opposition pourra tenir ces barrières, ces barricades, si l'élection a déjà lieu, il y a eu une investiture. Maintenant, il faudra que la rue même tienne. La Côte d'Ivoire, c'est un pays aussi où l'argent circule, où les gens y mènent beaucoup d'activités. Et est-ce qu'il y a un moment donné, les gens vont accepter de tout bloquer lorsque ils connaissent la réalité des 10 années qu'ils ont passées depuis 2000, où c'est le politicien qui les a mis dans une situation de l'état monstre, après lesquels on entendait encore pour ceux-là on n'est plus prêt à sortir, pour ceux-là on n'est plus prêt à sacrifier quoi que ce soit. Il faut pouvoir entretenir ce mouvement-là, de la rue-là, dans le temps. Et pour quel effet? On sait comment ça se souffle très vite. Et ça sera jouer le temps. Ça sera jouer le temps pour Alassane. Et l'opposition, le temps va jouer contre. C'est ce que je pense. Et il voit également sa candidature pour cette année comme un sacrifice, selon son propre terme. Comment vous comprenez? Il a toujours présenté les choses comme ça. Et je me rappelle lorsqu'il disait que les gens ne comprenaient pas comment c'était épuisant d'être chef d'État et que lui, il avait vraiment envie de se retirer, aller gérer ses affaires. C'est ce qu'il avait dit avant de rétropédaler, de venir candidater encore une fois. Et il donne toujours l'impression de quelqu'un qui est venu à la rescousse, qui avait envie de partir et qui a regardé derrière les choses en train de s'effondrer parce que il y a un gond qui est parti. S'il faut désigner quelqu'un comme ça à la sauvette, et je pense qu'il ne le cache pas, il ne veut pas passer la main à des personnes en qui n'a pas confiance, qui pourrait faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un passé noir. Et c'est un peu ce qu'il partage à chaque fois. Donc il se positionne en sauveur, quelqu'un qui vient pour tenter de sauver quelque chose en attendant qu'on puisse trouver quelqu'un. C'est tout de même prétentieux de penser que hormis soi, il n'y a personne pour gérer convenablement la Côte d'Ivoire. Oui, mais ce qu'il explique aussi souvent, c'est la question de timing. J'ai voulu partir parce que j'étais convaincu que c'était le moment de passer la main. J'ai désigné quelqu'un, mais le sort en a décidé autrement et on est dans un short temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je désigne personne, mais je désigne quelqu'un. C'est difficile d'être sûr qu'on pourra avoir des résultats probants face à une opposition qui était en train d'aller en rang serré. Et Alassane n'est pas dupe. Il sait que s'il a perdu le pouvoir, le retour du bâton pourrait être difficile pour lui et tout son camp. Et ça, il en est très conscient, que le pouvoir brutalement passe à l'opposition
PDCI, vous connaissez comment aujourd'hui ils sont à couteau tiré. FPI, c'est même pas comme aujourd'hui. Ça a commencé il y a longtemps. Donc ce futuribile-là, il ne veut pas. Il ne le veut pas. Il ne veut même pas le concevoir dans sa tête. Donc il a préféré venir sauver les meubles. Sûrement le temps qu'il puisse préparer un autre poulain, et je pense que c'est cette conviction là qu'il a, et c'est pour ça qu'il se voit forcément en sauveur. Maintenant, prétentieux, vous le dites, ça pourrait le paraître parce qu'on se dit au moins que vous aviez 10 ans, non pas pour préparer quelqu'un, mais pour permettre qu'il y ait un jeu sain, pour que vous ayez plusieurs alternatives. Parce que le parti politique, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas 3 personnes, c'est plusieurs personnes. Ça, quand vous ne le comprenez pas, c'est ce qui arrive à la fin. Et lorsque vous savez que vous êtes en train de partir vers la fin de votre 2e mandat, je pense qu'il y a des choix que vous faites assez vite. Même le choix de Gon, ça s'est passé quand? Le choix de Gon, ça ne s'est pas passé si vite. Et même la question de son choix, c'est quelque chose qui a été entendu. Et vous voyez même le choix de Gon, ce que ça crée au sein du parti, parce qu'il y avait beaucoup qui avaient nourri des espoirs. Donc, dire qu'on vient sauver les meubles, mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans le choix qu'on avait fait aussi précédemment? C'est toute la question. C'est toute la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Alors, peut-être une dernière question sur la Côte d'Ivoire. Il y en a qui avaient juré la main sur le cœur, en tout cas avec beaucoup de véhémence et de conviction, que ces élections ne se tiendront jamais. Nous sommes à quelques jours. Est-ce que quelque chose pourrait se passer entre-temps? La seule chose qui pourrait se passer et qui fasse qu'il n'y ait pas les élections, c'est ce que vous et moi ne pouvons pas savoir, nous ne pouvons plus le voir. Parce que je ne sais pas ce qu'on pourrait entrevoir dans le domaine du possible, du légal ou selon notre entendement, et qui fasse qu'il n'y ait pas d'élection. C'est qu'Alassane se réveille un matin qui disent non, c'est bon. Toutes les médiations ont déjà été faites. Toutes les missions sont venues. Il a lancé et tenté toutes les possibilités de dialogue avec l'opposition. Et aujourd'hui, il dit, c'est pas la première fois d'ailleurs, que la constitution ivoirienne elle est claire. C'est le dernier samedi du mois d'octobre pour ce qui est du jour de l'élection. C'est gravé dans la constitution, il ne peut pas changer. Mais il sait bien ce qui se passe. Il ne faut pas après te prévaloir de tes propres turpitudes. Tu changes la date ou bien décides de repousser. Quand vous quittez dans les délais, vous n'êtes plus président. Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Ça va remettre en cause beaucoup d'éléments. Donc il tient à sa date. Et pour lui, les élections vont se faire à date. Maintenant, ceux qui sont convaincus que ça ne va pas se faire à date, je sais que c'est eux seuls qui savent ce qu'ils vont faire. Vous et moi, on ne peut pas savoir. D'accord, nous attendons donc de voir ce qui va se passer entre-temps. En tout cas, les élections sont prévues et maintenues pour le 31 octobre prochain, et surtout avec l'assurance donnée par le président sortant. On va maintenant parler de la santé économique des États, sinon de quelques États du continent africain, notamment la question de leur endettement, la question de la dette publique, on va dire. Et la Zambie, il faut le savoir, est en défaut de paiement, ce qui a déclaré l'agence de notation Standard & Poor's, qui, la semaine dernière, après que le gouvernement ait manqué en tout cas un remboursement, a fait cette déclaration. Il faut dire que la dette de ce pays, il faut remarquer aussi que c'est un pays riche en cuivre. Voilà, cette année, on apprend que la dette a augmenté de 12 milliards de dollars, ce qui passe donc à 80% de son PIB. Et les Zambiens s'en inquiètent. Quel est le regard qu'on peut y porter rapidement en 2 minutes? Donc, c'est la réalité aussi de beaucoup de pays qui ont une richesse qui est très arrimée à ce qu'ils ont dans leur sous-sol et ce qu'ils arrivent à extraire. Pour peu qu'il y ait ces matières-là qui dégringolent au niveau international pour ce qui est de leur cotation et tout, vous avez aussi tous les problèmes pour avoir vos devises et pour maintenir aussi les échanges que vous avez avec l'extérieur. Parce qu'on n'achète pas dans sa monnaie, on achète avec la monnaie internationale. Et donc, ça commence à devenir compliqué, il faut emprunter. Et vous avez une dette qui ne fait que croître. Et vous attendez, espérant que ce qui fait votre économie, parce que peut-être c'est l'or, parce que c'est certains minéraux, il y ait
une remontée dans son évaluation au niveau mondial. Sinon, vous êtes coincé. On a vu pour les pays qui pendant longtemps dépendaient du pétrole, ça a été aussi comme ça. Il y a une saignée de devises lorsque les coûts sont au plus bas et vous essayez de rattraper après. Maintenant, lorsque ça dure dans le temps, ça devient un peu compliqué. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'il y a des pays qui ont eu et qui sont, je pense que c'est pareil pour ce pays-là, qui ont un tourisme très fort. Avec la période de Covid et depuis des mois, c'est difficile pour ces pays-là d'engranger. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation qui devient pénible dans un cercle presque vicieux, parce que c'est des choses que vous n'avez pas pu prévoir. Et n'oublions pas aussi que son endettement n'a pas commencé maintenant et l'alerte n'a pas été donnée maintenant, mais c'est le cas aussi de la plupart de nos pays africains. Même regardez pour la question de notre monnaie commune, l'effort qui a été demandé, quand vous regardez dans les principes qui ont été donnés de convertibilité, c'est aussi la question de la dette qu'il va falloir maintenir à un certain niveau. Mais je crois aussi que le rapport avec la dette, il ne faut pas le voir aussi comme étant un élément faussement déstabilisateur et tout. Vous prenez des grands pays comme les États-Unis, c'est des surendettés. Mais seulement c'est que c'est la grande maxime, on est presque riche, donc on ne regarde que votre capacité à rembourser. Maintenant, quand vous ne devenez plus solvable, vous terminez comme la Grèce, où tout ce que vous décidez en interne, vous n'en avez pas forcément la souveraineté. Parce que c'est comme si vous êtes maintenant, vous êtes un pays en location. Même pas lié, vous êtes un pays en location. C'est-à-dire que c'était votre maison, maintenant elle est en location. C'est-à-dire que vous êtes en location dans votre propre maison que vous avez construite à un moment donné. Parce que vous êtes tellement endetté la maison elle est prise et on vous dit comment vous devez fonctionner dedans. C'est pour caricaturer, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ou même vos politiques interne pour essayer de vous relancer, on vous dit ça ce n'est pas intéressant pour nous, ça ce n'est pas intéressant pour nous, ça ce n'est pas intéressant pour nous, et le problème c'est que ça vous précarise et ça vous laisse dans une situation qui à la fin crée des frustrations internes et souvent c'est le président qui saute, c'est un certain nombre d'éléments ainsi. Malheureusement le temps s'est épuisé, on aura d'autres temps pour parler de la dette africaine avec certainement des spécialistes de la question, des économistes qui pourront nous venir en appui. Merci à vous Geoffroy Vaha, seul juge au siège ce matin, merci à l'équipe de réalisation et merci à vous qui nous avez suivis. On vous retrouve demain pour d'autres sujets d'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.